développement est une question de mentalité. Il y en a qui l'affirment, mais cela tient beaucoup plus de la boutade que de l'analyse scientifique, car il y a du dépit dans une telle affirmation. Fidèles téléspectateurs de votre chaîne panafricaine internationale, bonsoir et merci de nous retrouver dans Tête à Tête. Ce soir, je suis avec Monsieur Diadji Touré. Pour cette nouvelle génération, et je pense même celle qui vous précède, vous êtes le journaliste par excellence, Monsieur Classe, avec une très belle voix, un timbre particulier, un brin de nostalgie. Que devenez-vous, Monsieur Touré? Un journaliste à la retraite. Qui a eu comme intermède professionnel un passage dans la diplomatie. Mais là, réellement, pour ne rien vous cacher, je suis devenu un pantouflard à la maison, m'occupant parfois de sortir un peu la poubelle pour aider ma petite fille qui n'est pas en très bonne santé. Ben voilà tout, quoi. Je suis un vieux retraité de 72 ans. Vous ne les faites pas? Ah si, demandez à Bézarter. On dit que dans le journalisme, on n'est pas à la retraite, mais puisque j'ai eu comme intermède professionnel un peu de diplomatie, j'ai fait 4 ans en Allemagne à l'ambassade, j'ai fait 3 ans à Jeddah, au consulat. J'ai enseigné au CESTI, j'ai fait ceci et cela, mais je reste profondément dans l'âme en journaliste, qui aime bien regarder la télé, qui aime bien écouter la radio, parce que c'est mon métier et je l'ai encore dans le sang. Et là, actuellement, pour encore parler de moi en mettant de côté l'aspect professionnel, je suis un père de famille qui est très, très éprouvé parce que j'ai perdu 2 de mes enfants. Mon fils aîné, il avait 42 ans, et un autre, il avait 36 ans parce que j'ai 6 enfants. J'en ai perdu 2. J'en ai un qui fait le même métier que moi. Je l'en avais dissuadé, mais il s'est entêté en me disant, et là, l'argument était tellement beau que je ne pouvais pas lui dire non. Il m'a dit, écoute papa, je t'ai admiré, donc tu permets que je fasse comme toi. Or, c'est quelqu'un qui m'a suivi un peu à travers mes voyages, surtout en Allemagne, et qui a fait une licence en allemand à l'université. Moi, je souhaitais qu'il emprunte un autre chemin. Mais c'est le mien qu'il a suivi. Il s'appelle Brahim. Comment vous avez débuté votre carrière? À la radio d'abord? À la radio d'abord, parce que j'étais à la fac de droit en première année, et j'allais aux amphis sans grande conviction. Vous n'avez pas aimé? Et j'ai pas aimé, j'ai trouvé que le droit c'était fastidieux, et j'avais comme formateur à l'époque, Seydou Madamissi, qui était devenu recteur, qui était d'ailleurs recteur à l'époque, qui était mon prof de droit, et j'ai eu comme assistant un monsieur qui s'appelle Kader Boui, un Mamadou Lo, etc. Donc je peux citer des noms comme ça. Mais j'allais vraiment à la fac de droit sans beaucoup de conviction. Et j'ai choisi de faire du droit parce que j'étais simplement impressionné, ou si vous voulez, séduit par un magistrat, procureur de la République de son État, que je suivais dans ses réquisitoires à Saint-Louis, où j'ai fait la classe de seconde au lycée Charles de Gaulle, et qui avait un port altier, une bonne éloquence, etc. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas le droit? Mais les choses étant arrivées malheureusement à mon corps défendant, où je ne pouvais pas réellement rester au niveau de l'université, parce que je n'avais pas réellement de ressources propres, et j'aime bien ma liberté. Mon père, quand j'ai eu mon bac avec mention, on avait pensé que j'allais avoir une bourse. Ça n'a pas été le cas. Je vous dis tout de suite que c'était la génération d'après 68, ou bien le bac après 68. Parce qu'en 68, j'ai échoué au baccalauréat. Donc c'est en 69 que j'ai fait mon bac. Que vous avez eu votre bac. Et que j'ai eu donc la mention. Mais je n'avais pas de bourse. Et mon père m'a dit, va au campus si tu as envie d'y aller, tu n'auras pas à envier les autres. Donc, il subvenait un peu à mes besoins pour les tickets de restaurant, pour qu'on m'amène le repas au niveau. Mais j'ai trouvé tout ça un peu laborieux. Et quand Alain m'a réellement dit qu'on cherchait un speaker d'antenne, et que je me suis présenté devant Jacques Césaire, très connu parce que fils d'Aimé Césaire qui avait la responsabilité de la chaîne Inter, qui m'a fait faire un test sur un poème de Senghor, Femme nue, femme noire. Et que le test a été concluant, j'ai commencé comme speaker d'antenne. D'accord. Speaker d'antenne, cela veut dire on avait un conducteur d'antenne, on donnait l'heure, on donnait la suite des programmes.
Ensuite, on a trouvé que quelque part, à part la voix, que j'avais des dispositions. Il y avait autre chose derrière. On m'a confié des tranches d'animation, parce qu'à l'époque, il fallait avoir des tranches d'animation. C'est pas tout le monde qui montait à l'antenne pour faire de l'animation d'antenne. C'était quoi les critères à l'époque? Les critères, c'était d'abord pouvoir tenir en haleine un auditoire. Oui. C'était de pouvoir faire une animation avec de la musique. Et il y avait une tranche qui s'appelait Midi Musique. C'était au niveau de la chaîne Inter. Il y avait une autre tranche qui s'appelait Fantasy Orchestre, c'était le soir. Donc j'ai eu 2 tranches comme ça. Sinon, normalement, c'est des producteurs extérieurs qui venaient pour assurer ces tranches d'animation. Ensuite, on m'a coopté au niveau du journal parlé. Parce que je me souviens, c'est toujours Kader Diop, je ne lui rendrai jamais suffisamment hommage, qui a dit « Il est étudiant, il est intelligent, il a une bonne voix. Pourquoi on ne laisserait pas au journal parler ?» J'ai commencé par prêter ma voix parce qu'il fallait quelqu'un qui, après la rédaction, présente le journal, surtout le journal de 13h, il fallait un vis-à-vis. Et souvent, on m'avait pris comme vis-à-vis. Et puis, subitement, on m'a mis vraiment le pied à l'étrier. J'ai fait de la rédaction, je rédigeais, je présentais, et c'est les autres qui venaient me prêter leur voix. Je citerai entre autres Nyaemoti Guiranou, Félicité Ndiaye à l'époque, pour ceux qui se souviennent, Luce Diagne, Henriette Patili, même Sornadia, qui, même venant de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, n'était pas au journal parlé. Elle était plutôt au niveau des programmes. Alors après donc ce passage au niveau de la radio, le même Kader Diop, quand on a eu à trouver ou à chercher un stringer à l'agence France Presse, qui m'a amené à l'AFP, où j'ai fait 4 ans, donc de presse écrite, de presse d'agence. Donc quelque part, si vous voulez, j'ai fait du diable comme on le dit en Wolof. J'ai été par-ci par-là. Et en 78, je suis allé à la Voix de l'Allemagne comme correspondant, à Cologne plus précisément. Parce que tout simplement, ça également, c'est par rapport à la trajectoire. Ça rentre dans votre formation ou... Non, pas du tout. Parce que quand, avec le président Diouf, à l'époque Premier ministre, j'ai eu à l'accompagner dans ses déplacements, et qui m'aimait bien. Quand l'agence France Presse a présenté ma candidature parce que le Centre d'information des Nations Unies voulait avoir un assistant, elle m'a présenté ma candidature qui a été retenue. On m'a fait faire la visite médicale, on m'a fait des propositions de salaire, mais il fallait l'accord du gouvernement. Et le Premier ministre Abdou Diouf, à l'époque, avait pris sa belle plume pour dire qu'il n'était pas question que je quitte, etc., pour des raisons qu'il avait invoquées dans une lettre que son ministre de l'Information de l'époque, Daouda Sow, m'avait répercutée. Mais j'ai eu à l'accompagner en Libye, en visite officielle, et vraiment, je ne voulais plus rester. Quand on est allé prendre le cortège, on l'a salué, je l'ai salué, il m'a dit « Alors Diadji, comment ça va ?» J'ai dit « Ça va pas, monsieur le Premier ministre. » Il m'a dit « Je sais, et on en reparlera. » Quand il est rentré, il m'a fait convoquer, je suis allé au building administratif. Il m'a dit « Diadji, alors ça va ?» Je dis « Non, monsieur le Premier ministre. » Il m'a dit « Et pourquoi ?» Je dis « J'ai envie de sortir. » Sortir pour aller où? Pour aller en formation. Il a souri, il m'a dit « Diadji, formation. » Ensuite, il a dit, bon, j'en parlerai au ministre de la Communication, de l'Information de l'époque, Daouda Sow. Et je me souviens qu'au pas de la porte, il m'a posé la question, il a dit, quel âge as-tu? Je lui ai dit, monsieur le Premier ministre, j'ai 30 ans, j'avais 30 ans. Donc, je me souviens fort bien. Je suis rentré donc à la RTS et peu de temps après, Daouda Sow m'a convoqué pour me dire, moi, le Premier ministre va parler, il a dit que vous voulez sortir, on va vous faire sortir, mais c'est pas pour que vous restiez dehors, c'est pour que vous reveniez. Donc, il y a un poste de correspondant qui est vacant en Allemagne, on va vous y envoyer. C'est comme ça que je suis allé à la Voix de l'Allemagne, où j'ai passé 3 ans à la rédaction Afrique francophone. Quand je suis rentré, je suis retourné à la RTS, à la radio précisément, parce que le directeur de l'époque, Pabra Sissi, voulait bien que je reste avec lui. Or, quand je suis arrivé, j'ai trouvé comme directeur général Marcel Lyon, qui ne me connaissait pas, que je n'avais jamais rencontré.
Quand je suis allé lui rendre une visite de courtoisie, il m'a dit « Mais moi, tout le monde me parle de M. Diagui Touré. » Je dis « Monsieur le directeur général, je pense que c'est tant bien. » Il m'a dit « Oui, c'est tant bien. D'ailleurs, je vais vous affecter à la télévision. » Je dis « Non, arrêtez. Moi, je reste à la radio. » Vous ne vouliez pas? D'accord. Je reste à la radio. Et pour la télévision, c'était, si vous voulez, une petite frustration. Parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Tierno Fatisso, je le cite, qui était réalisateur à la télévision. Quand on démarrait la télévision, un jour, on s'est rencontrés dans les halls de la RTS et qui m'a dit « Je te cherche, il faut que tu fasses une audition pour aller à la télévision. » Et quelque temps après, il me dit « C'est le directeur général Djibril Ba qui ne veut pas de vous, disant que vous alliez faire du charme à l'antenne. » Ça m'a choqué. Et quand Marcel m'a dit ça, je dis non, je reste à la radio. D'autant que j'avais promis à Pabra Sinsi de rester à la radio. Et là également, un autre fait que j'appellerais moi historique. Pabra Sinsi m'avait affecté. D'abord, il m'avait fait une promotion comme grand reporter, parce que quand je suis rentré de la Voix de l'Allemagne, il y a eu cette affaire de la Gambie, avec le fameux coup d'État de Kokoï Sambasagna. J'ai couvert, on était trois, il y avait Babacar Diagne qui était à la télévision, pas encore responsable comme il est devenu. Il y avait Amadou Touré du Soleil et il y avait moi. Et puisque la radio à l'époque avait un peu de prééminence par rapport aux autres médias où il fallait attendre le lendemain, avoir satellite et tout ce qui s'ensuit. Moi, j'ai pu, dès le soir, dès que le Parlement gambien a terminé de faire le vote, j'ai envoyé mon papier, qui semble-t-il a été un bon papier. Donc, Pabra Sinsi qui me nomme grand reporter et qui m'affecte un bureau que je partageais avec quelqu'un, que je ne citerai pas, que je ne nommerai pas, mais il se reconnaîtra. Je n'avais pas accès à ce bureau-là, parce qu'il y avait une clé, c'est lui qui détenait la clé, et chaque fois quand je venais, je trouvais porte close, et chaque fois quand je lui réclamais la clé pour en faire un doublon, il ne me répondait pas. Je suis monté voir Pabra Sinsi et je lui ai dit, je te préviens, si tu ne règles pas ce problème, moi je vais te quitter. C'est comme ça que je vais quitter la radio, et j'ai rencontré Marcel Dion encore une fois par hasard. Il m'a dit, j'aurai le dernier mot, je lui ai dit, prenez la décision. C'est comme ça que je suis allé à la télévision. Et que vous avez aussi l'avantage de venir avec vos 3 langues parlées couramment. Je parlais français, anglais et allemand, oui, déjà. C'était un plus, vous l'exerciez aussi à l'antenne Non, pas du tout. Le plus, c'était simplement le français et l'anglais. L'anglais m'a beaucoup servi. Beaucoup. Parce que je suis en féru de rhythm and blues, la musique d'outre-Atlantique, que j'aimais bien écouter parce que, en fait, si j'ai choisi de faire de la radio ou de l'audiovisuel, c'est parce que j'ai été marqué dans ma petite enfance par un post-transistor que mon père m'avait offert. Et j'écoutais de la radio jusqu'à dormir avec le post-transistor. Et j'ai beaucoup apprécié les belles voix qui m'ont bercé à l'époque. Celle dans Djibril Ba, qui est irremplaçable, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. C'était vraiment la plus belle voix de Radio Sénégal. Non seulement sa voix, mais Djibril Ba m'a surtout séduit quand il a fait le reportage sur les obsèques de Feu Lamine Gueye, où à partir de l'Assemblée nationale, il a jeté un regard sur le palais de justice. Lamine Gueye étant président de l'Assemblée nationale, étant également juriste, il a fait le parallèle. Et il a parlé de ces fleurs qui tapissaient un peu le parvis de l'Assemblée nationale comme une tombe déjà fleurie. Il y avait beaucoup de poésie là-dedans. Et cela m'a beaucoup séduit. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé la radio. Et peut-être la vocation ou le feu sacré, comme on dit dans le métier, parce que c'est un métier d'artiste aidant. Voilà, je suis tombé là-dedans. Du coup, quels sont vos pires et meilleurs moments passés à la RTS? Oh, j'en ai eu de très bons moments. D'abord, c'était une famille, la RTS. On avait des anciens qui aimaient bien se raconter et raconter le métier par l'anecdote. Je peux citer le même Djibril Ba, Pabra Sinsi, Sidi El Arbindiaï, Alenda et tant d'autres. Nous, quand nous venions, en tant que jeunes, on se faisait tout petit. Et je peux vous raconter que quand on me demandait de monter à l'antenne avec un Sidi El Arbindiaï ou bien avec un Michel Amengal, c'était en coopérant, pour prêter ma voix ou pour partager le bulletin d'information,
passez-moi l'expression, on serrait les fesses. Mais bon, on se faisait tout petit. Et cela nous a profité parce que les anciens avaient beaucoup apprécié cette attitude d'humilité de notre part et nous donnaient des ficelles. C'est ce métier qui a tant besoin de ficelles. Alors pour les temps forts, je peux citer par exemple quand j'ai eu à couvrir pour Radio France Internationale l'escale du premier vol de supersonique Concorde. C'était en 1976. Le président Senghor en même temps devait accorder une interview à Yves Mourouzi, le célèbre Yves Mourouzi. Moi j'avais un cordon avec mon microphone, il n'y avait pas de HF, de micro HF. Il me fallait simplement couvrir l'aspect folklorique de l'accueil. Donc j'étais sur l'aire d'atterrissage en train de parler, de créer un peu l'atmosphère. Quand ils m'ont dit il faut aller rapidement au salon d'honneur, le président Senghor est en train d'accorder une interview à Yves Mourouzi. Donc il me fallait traîner tout le cordon. Quand je suis arrivé devant la porte du salon d'honneur, c'est un peu comme cette porte-là, vitrée et tout, mais il y avait tout le matériel de la télévision française qui obstruait le passage. Le président Senghor était en train de parler. Je donnais un coup de pied dans la fourmilière. Ça fait un grand boucan. Et vous avez eu... Le président Senghor s'est arrêté de parler. Et il a dit, vous voyez, les journalistes sénégalais, ils sont indisciplinés mais débrouillards. Ça m'a beaucoup marqué. Vous avez été conseiller également à la primature, mais ça c'était avant votre poste de diplomate ou c'est venu après? C'est venu après. C'est venu après parce que pour le poste de diplomate... Voilà, c'est passé justement du journaliste. Justement, je peux vous savez, c'est grâce à Dieu, je rends grâce à Dieu. Ce sont des choses qui sont arrivées comme ça. Je ne dirais pas un peu par hasard, mais par un coup du destin. Là, encore une fois, vous m'entendrez beaucoup le citer, le Premier ministre, le président Diouf, parce que je l'ai accompagné dans ces deux fonctions en visite officielle. On allait, encore une fois, je crois, c'était vers la Libye. Et on était dans l'avion de commandement. Après le repas, on est allé vers la coupée de l'avion pour discuter entre chahutés, etc. Il y avait tout le monde, il y avait, je me souviens, Diakhadien, il y avait Ibrahim Kaba, qui était à l'époque déjà diplomate et qui était au ministère des Affaires étrangères. Et en discutant comme ça, Kaba a dit, mais vous savez, vous les journalistes, vous avez un bon salaire de base, et si vous allez dans l'émission diplomatique, puisque c'est indexé et tout, ça vous donne vraiment beaucoup. Je dis, ah bon? Il dit oui. Il y a Diakhadien qui passait, il a été à l'époque secrétaire général de l'OCAM. Et qui était très proche de Abdou Diouf. Je lui ai dit, grand, je veux voir le président. Il m'a dit, bon, je vais lui dire. Il est allé dire ça au président. Peu de temps après, Bruno Diatta est venu me trouver. Il m'a dit, tu viens répondre au président. Alors là, j'étais intimidé. Quand je suis arrivé, Diouf était à côté, où il avait à ses côtés Elisabeth, son épouse, et en face, il y avait Moustapha Niasse et son épouse. Il m'a dit, alors Diadji, parce que lui, c'est comme ça qu'il parlait aux gens, Diouf, avec beaucoup de familiarité. Et il m'a dit, alors Diadji, je dis oui, monsieur le président, moi je veux aller dans l'émission diplomatique. Il s'est tué un petit moment, ensuite il m'a dit, ah bon, et il a parlé très fort, à haute et intelligible voix, oui, je vais en parler au ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères qu'il avait en vis-à-vis. Et bon, on a continué le voyage, on est rentré, peu de temps après, je rencontre Doudou Diène dans la rue. Il me dit, hey, tu arrêtes, tu me donnes de l'argent, je te donne une bonne nouvelle. Je dis, quelle bonne nouvelle? Il me dit, on nous a affectés aux affaires étrangères. Ah bon? Qui nous? Il me dit, Ibrahim Agaï, qui était directeur du Soleil, lui Doudienne qui était à la radio, et moi à la télévision. Et à l'époque, c'était pratiquement une sortie honorable. Une sortie honorable. Pour tous ceux qui ont fait un peu les médias et qui l'ont fait d'une certaine manière. Disons que c'est encore une fois un coup du destin qui m'a été favorable. Et vous êtes resté diplomate combien d'années? Je suis resté diplomate d'abord 4 ans à Bonn, comme conseiller culturel chargé de la presse. Et là, j'ai eu également une autre chance. Et je suis allé au bureau des archives du ministère des Affaires étrangères, où j'ai demandé à voir le dossier de la coopération entre l'Allemagne et le Sénégal. On m'a montré le dossier, et c'est là où j'ai levé le lièvre.
L'Allemagne et le Sénégal avaient un accord culturel, mais il n'y a jamais eu de réunion de commission mixte pour animer cet accord. J'ai rencontré, coup du destin encore une fois, un monsieur qui parlait très bien français, qui m'a dit « Ah oui, nous avons de très bonnes relations culturelles avec le Sénégal, mais nous n'avons pas d'accord, on n'a pas encore réuni la commission mixte. Mais je pourrais vous y aider. » Je dis « Ok, je retourne à l'ambassade, j'en parle à l'ambassadeur, qui a tout de suite réagi, qui m'a dit « Il faut l'inviter, à déjeuner ou à dîner. » J'ai invité M. Eberle au cours d'une discussion et il m'a dit « Oui, je vais vous aider, on va réunir la commission. » Je retourne, j'en parle à l'ambassadeur et on a commencé les échanges avec ce qu'on appelle les notes verbales. Il y a qu'en diplomatie qu'on fait une note verbale. Donc ce qui est dit est écrit et ensuite envoyé à la portion centrale. Et comme ça, de fil en aiguille, on a eu cette commission mixte qui s'est réunie 20 ans après l'accord culturel. Là également, note de satisfaction, etc., écrite et tout. Voilà, donc j'ai fait 4 ans à Bonn. Et on devait faire 8 ans. Parce qu'à l'époque, on disait que tous ceux qui sont envoyés comme conseillers font 8 ans de séjour. Mais nous, au bout de 4 ans, nous, tous les 3, comme par hasard, on nous a rappelés à la portion centrale. Et mieux, non seulement on nous a rappelés, mais on nous a réaffectés en disant il faut qu'ils retournent à leur corps d'origine. Mais moi, je végétais, je n'avais pas envie de retourner à la RTS, pas du tout alors. Et c'est là où Cheikh Tidiane Dièye, qui entre-temps est allé au ministère de la Communication comme conseiller technique, m'a dit écoute, il y a Tidiane Dali qu'on vient de nommer directeur général, il cherche un conseiller. Accepte le poste de conseiller. C'est comme ça que je suis retourné à la RTS comme conseiller technique du directeur général. Et là, je me suis dit, je ne vais pas rester confiné dans un bureau, il faut que je fasse quelque chose. Et la naissance de Presse Club vient de là. Ah, d'accord. Parce que je voyais un peu la presse indépendante et écrite, qui avait une certaine liberté de ton, d'expression, et qui traitait de sujets hautement explosifs. Je dis, je vais emprunter de cette liberté, que je vais transcrire sur un plateau de télévision. En faisant quoi? En invitant l'auteur de l'article, qui même si quelque part ça titille la haute administration, je l'invite sur un plateau avec des gens qui viennent en débattre. Et là, mais moi je ne monte pas de branche, parce que personne ne me fera le reproche d'avoir convoqué un sujet qui était déjà sur la place publique. Mais vous allez plus loin, puisque vous parlez de crise morale profonde. La situation est-elle si grave, M. Diallo? La situation, effectivement, mérite qu'elle soit observée. Il a parlé de conscience collective. Moi, je mettrais conscience collective et conscience professionnelle. Monsieur Niaïssaou, ce travail donc de sensibilisation et de communication. Les clients de l'administration se sont plaints. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre, ça ne travaille pas. Un dossier traîne des années, parfois avant qu'il n'ait abouti à son terme, l'intéressé est décédé, etc. Vous êtes ensuite allé à la primature comme conseiller du ministre? Avant d'aller à la primature, disons que quand je suis rentré des missions diplomatiques, que je suis retourné donc à la RTS, et où j'ai fait cette émission Presse Club, qui a beaucoup dérangé, surtout à un certain niveau, on m'a fait des chichis, passez-moi l'expression. Et puisque j'avais inscrit l'émission au droit d'auteur, et l'émission qui était d'ailleurs sélectionnée par TV5, où votre père était, pour en faire un programme étalé sur toute l'année, donc 12 émissions avec un achat de droits. Je dis ça, je ne vais pas le laisser à la RTS, je vais partir. Quand il y a eu le clash, je passe là-dessus, parce que c'est toute une histoire. Et puisque quand je suis rentré des missions diplomatiques, mon bulletin de salaire était estampillé ministère de la Culture, et encore un coup du destin. Le ministre de la Culture cherchait un conseiller en communication. J'ai sauté le pas, je suis allé le trouver là-bas. J'ai donc fait 8 ans d'abord au ministère de la Culture, avec Moustapha Ka, Kourabatiam, ensuite Abdoulaye Eliman Kane. Et quand il y a eu l'alternance en 2000, on a fusionné la culture et la communication et Mamadou Diop Decroix est arrivé. Il m'a fait convoquer par son directeur de cabinet qui m'a dit « Le ministre veut te confier la télévision ». Je dis « Bon, ok ».
je retourne dans mon bureau. Une semaine après, le même directeur de cabinet qui me convoque, qui me dit « En attendant que votre dossier sorte de la présidence de la République, notre chef de parti, Landing Savané en l'occurrence, a besoin d'un conseiller en communication. » C'était le ministère de l'Artisanat, de l'Industrie et des Mines. Donc, vous allez l'aider à asseoir son programme de communication. Donc, je suis allé avec Landing Savané. Ça a duré 2 ans. Un jour, Paul Badji, qui était le conseiller diplomatique de Mame Madior Boye, j'avais beaucoup de familiarité avec lui, m'a dit hey, « il faut que je vienne te voir mon patron ». Je dis « qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit « je viens, je te dis ». Il vient, il me dit « c'est le Premier ministre qui voudrait que tu viennes travailler avec lui ». Je dis « vraiment, j'ai pas de chance ». À chaque fois, on me demande de remplacer un collègue. Très bien. Ensuite, vos 3 ouvrages. Oui, mes 3 ouvrages, il y a eu La lapidation de Satan. C'est un terme générique parce que tout le monde sait que quand on va à Diamra, on lapide Satan, mais moi j'ai voulu plutôt aller plus loin que ça pour montrer que Satan est dans nous tous, et qui se pose souvent un problème existentiel. Où est Satan, cette créature qui, du fait de sa dévotion à l'époque, a eu un certain rang, mais qui a voulu avoir plus avec l'avènement de Adam et Ève, et qui a demandé à être plus rétribué. Mais Satan dort en chacun de nous. Donc il faut vraiment l'en extirper. Et cet ouvrage, c'est pas seulement cet aspect religieux, j'ai extrapolé pour parler un peu de mon séjour en Arabie Saoudite, qui m'a là également beaucoup marqué, avec la vie de tous les jours. Et votre deuxième œuvre ? Senghor sans le superlatif. Senghor sans le superlatif, c'est quand j'étais au ministère de la Culture. D'abord, avant ça, il y a eu que Senghor recevait la presse, comme tout le monde le sait, surtout les médias d'État. Et Senghor aimait bien dire que oui, l'Africain aime le superlatif. Tout est très beau, tout est très, très, très. Et quand il s'est agi en 1996 de célébrer son 90e anniversaire, j'étais au ministère de la Culture, j'ai dit, je vais un peu titiller Senghor, je vais le traiter sous un autre angle. On a toujours parlé du grand homme, etc. Je vais voir un peu par l'anecdote. Qui est-ce qui peut me donner des choses qui ramènent Senghor à sa dimension humaine? Et c'est là où j'ai trouvé le titre Senghor sans le superlatif. Mais d'abord en définissant le superlatif par rapport à la définition que m'en donnait le petit Robert, et avec des amis comme André Guillabert, comme le général Jean-Alfred Diallo, comme Maguette Lo, ils m'ont restitué par l'anecdote des choses vraiment qui ont montré que Senghor était comme tout le monde. Et il avait ses infirmités aussi. Ensuite, il y a eu maintenant ce grand ouvrage. Vraiment, je l'appelle un grand ouvrage parce que c'est ma vie que je raconte là-dedans. Ma vie privée, professionnelle, mon cheminement. Et j'ai choisi un petit angle de traitement en disant que la mémoire est forcément sélective et que l'homme n'est ni ange ni bête. Donc que les gens me pardonnent d'avoir un peu ce côté ambivalent où non seulement il y a l'homme tout court, mais également il y a l'homme qui croit en Dieu et qui, dans son cheminement par rapport à ce que je viens de vous en décrire, c'est que quelque part le destin l'a bien servi et j'en remercie le bon Dieu et mes parents. Votre mot de la fin, M. Touré ? Le mot de la fin, je suis désolé d'avoir parlé de moi parce que le jeu est exécrable. Et vous m'avez vraiment poussé à dire « moi, je », que les gens me le pardonnent. Je suis un être humain avec, comme disait Abdoulaye Elimane Kane, qui ne parle pas de faiblesse ou de force, avec mes infirmités. J'ai dit des choses peut-être qui ont pu heurter, je m'en excuse auprès de tous ceux qui m'écoutent. Et je m'excuse surtout auprès des juristes, parce que je leur ai jeté une pierre en disant que le droit est fastidié, mais je continue de les admirer. Et je vous remercie pour cette interview. Merci à vous. C'était un honneur de vous avoir sur ce plateau. Alhamdulillah. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube Label TV l'officiel. Cliquez, likez, suivez nos contenus et je vous dis à très vite pour un nouveau tête-à-tête.